Alors, chers amis, avant de commencer notre réunion, je vais donner la parole à Masha Tournaeva qui va expliquer les règles de notre réunion parce qu'aujourd'hui, nous avons la réunion un peu inhabituelle. Masha, à toi la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Exactement. Pour l'instant, pour le début, je serai sérieuse parce qu'il faut bien décrire le format. C'est pas une réunion habituelle, comme Nastia vient de dire. Le format est bouleversé. Ça veut dire qu'on va commencer de la fin normale de notre session et après, on va aller vers le début. Ça veut dire que les évaluations seront présentées avant les discours et les questions sur les improvisations ou sur le sujet de la réunion seront prononcées après les orateurs. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à montrer vos émotions. Peut-être c'est vraiment notre première fois, peut-être pour la prochaine fois, on peut améliorer les règles et la séquence. Et est-ce que je peux commencer la réunion pour terminer la réunion? Mes amis, quelle réunion formidable! J'ai vraiment adoré votre énergie. Les discours étaient rocambolesques, époustouflants, etc. Mais moi, j'ai surtout aimé comment on a passé la session des improvisations, parce que le format d'improvisation, quand rien n'est préparé, c'est toujours inoubliable. On peut partager nos pensées sans trop réfléchir. Et je crois qu'on peut clôturer ici et passer vers le mot euh, de clôture de notre présidente. Peut-être elle peut annoncer quelqu'un a un ruban aujourd'hui ou peut-être quelqu'un a un choqué ou on peut faire une photo en commun. Anastasia, dis-nous tout. Merci beaucoup, Masha. Je suis d'accord avec toi. C'était la réunion dithyrambique, c'était la réunion rocambolesque, chevaleresque. Et bravo à tout le monde. Alors, je pense que maintenant, on peut arrêter l'enregistrement et prendre une photo en commun parce que c'est très bien que nous soyons ici tous ensemble malgré les distances, malgré le fait que nous sommes dans les pays différents. Donc, est-ce que quelqu'un peut prendre la photo? Oui, je peux. Super. Alors, J'ai faites besoin de vos marcher, sourires. oui, allumez vos caméras, souriez et on va prendre la photo. Formidable. Regardez la caméra. Un, deux, trois. Merci. Ça y est. Merci beaucoup, Macha. Alors, maintenant, je voudrais, je voudrais annoncer quelque chose très importante. Pour la semaine prochaine, nous aurons la réunion à Figital, donc la réunion combinée. La réunion aura lieu à Точка Кипения, c'est le lieu à Moscou. Donc, ça sera le 19 mai, vendredi, et ça va commencer à 19h30 de Moscou, 18h30 de Paris. Donc, calculez votre horaire et n'hésitez pas, venez ici nombreux à Moscou et venez nombreux également en ligne. Alors, j'ai pas des annonces, donc je voudrais donner la parole à notre chère évaluatrice générale. Et aujourd'hui, l'évaluatrice générale, c'est aussi moi. Donc, je suis vraiment enchantée par cette réunion dithyrambique et je voudrais vous donner le rapport de notre réunion. D'abord, je voudrais commencer par l'évaluation personnelle. On a eu deux évaluateurs. La première évaluatrice était Sylvina Callas et aussi le deuxième évaluateur, c'était Xavier Connet.
Donc, chers amis, vous avez très bien travaillé. Sylvina, tu as donné le rapport détaillé du discours d'orateur. Donc, tu as mentionné des points forts. Tu as mentionné aussi quelques points d'amélioration. Et ce qui m'a plu, tu as donné un bon résumé du discours. Donc, tu as donné beaucoup de recommandations à l'orateur pour qu'il puisse continuer son parcours chez Toastmaster et aussi son parcours chez Autour du Monde. Donc, merci beaucoup à toi. Tu es l'évaluatrice très expérimentée. Xavier, je m'adresse à toi. Tu as aussi très bien travaillé. J'ai beaucoup aimé ta technique de sandwich. Donc, tu as, comme Sylvina, mentionné des points forts, des points faibles, des points d'amélioration. Ce que je te peux conseiller pour la prochaine fois. Tu as pris 30 secondes de plus. Je te conseille pour la prochaine fois être un peu plus brève. Et normalement, ça va aller. Et je pense que tu es très fort comme l'évaluateur. Donc, merci beaucoup pour ta évaluation. En ce qui concerne les rôles techniques, je voudrais aussi noter un bon travail d'équipe équipe technique. Sacha, notre chronométreur, tu as très bien travaillé. Grammarien et le mot du jour, Daniel Zakharov, je pense que ton rapport était très détaillé. Tu as mentionné beaucoup de fautes de grammaire. Malgré le haut niveau de notre club, tu n'as manqué aucune faute et c'est formidable parce que le niveau de nos grammariens augmente chaque réunion. En ce qui concerne les autres membres de l'équipe des évaluateurs, je voudrais dire que, en fait, je pense que c'est tout parce que nous avons que 4 membres et moi en tant qu'évaluatrice générale. Donc, pour continuer notre session d'évaluation, je voudrais donner la parole au rôle technique et maintenant la parole est à chronométreur. Aujourd'hui, c'est Sacha Ouzianov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, je voudrais vous féliciter pour votre temps aujourd'hui, très précieux. C'est panégyrique. Tout le monde sont jaunes, sauf Xavier. Mais Xavier est en rouge, mais rouge pas disqualifié. Je vais vous montrer vos résultats maintenant. Et après, je vais envoyer sur le chat. Alors, un petit moment. Voilà, vous voyez, les évaluateurs personnels, Sylvina, excellent, jaune. Xavier, presque bon, mais il faut bien travailler. Mais tu n'étais pas disqualifié, c'est aussi bien. Grammairienne, avec le mot du jour, 2 minutes 45 secondes. C'est très difficile pour grammairien, mais Daniel va réussir parce que pour le grammairien, il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais c'était très bien fait aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 7 improvisateurs. Tout le monde sont en jaune et vous devez faire ça, mes amis. Et aussi les discours, aussi jaune comme or, si on peut le dire en français. Tous les orateurs étaient en jaune. Et à la commencement, au début de la réunion, notre cher grammairien va expliquer les règles aussi très efficaces en utilisant seulement 1 minute 59 secondes. Voilà mon rapport, mes amis, et soyez attentifs, je vais partager mon rapport. Merci. Merci beaucoup, Sacha.
La grammaire, comme j'ai déjà dit, est une chose très importante et je suis impatiente d'écouter le rapport du grammairien. C'est Daniel Zakharov. Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale. Bonsoir à tous les participants. La langue française n'est pas ma langue maternelle, c'est pourquoi je voudrais concentrer sur les points du grammaire particulière. Il y a la morphologie dans le grammaire et aussi le syntaxe. Et le syntaxe, c'est aussi l'art de nous exprimer et d'utiliser les clichés. C'est les choses sur lesquelles je voudrais concentrer. Notre chère animatrice, Masha, ce que j'aimais beaucoup, que Masha a invité tous les participants sur la scène numérique, pas sur la scène digitale. C'est très la française et c'est bien concordé avec la loi numérique qui est discutée en France maintenant. Après, notre cher chronométreur, Alexandre, a invité tous les participants et toutes les participantes à s'atteler lentement. Nous attendons lentement, à-toi lentement, c'est une très belle expression que j'aimais beaucoup. Sylvina, pendant de la session des improvisations, notre quatrième oratrice, en parlant des motoristes français, a décrit les motoristes français comme les motoristes hexagonaux. Le territoire de la France rassemble un hexagone, le territoire de la France continentale, c'est pourquoi les motoristes hexagonaux. Notre orateur, Pierre, en décriant les mémoires, a mentionné que les mémoires grandissent comme une rue mal graissée. C'est plutôt comme une porte mal graissée, mais une très belle expression. Emmanuel a parlé de l'art cuisinière et il a mentionné le coq bourguignon et le bœuf au vin. C'est plutôt, je dirais, le coq au vin et le bœuf bourguignon. À ce qui concerne le mot du jour, c'était bien utilisé, mais je ne le souviens pas, nous le déduirons pendant de la réunion. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, nous passons à la session d'évaluation personnelle. Je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluatrice de deuxième discours. C'est le discours d'Emmanuel. Et le discours va être évalué par Sylvina Callas. Sylvina, à toi la parole. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je rends la parole à l'évaluatrice générale, Anastasia. Emmanuel, merci pour ton discours sur les qualités essentielles d'un leader efficace. C'était vraiment très intéressant et je reconnais effectivement de nombreuses qualités que j'aimerais avoir en étant leader et que je reconnais chez les meilleurs leaders que je connais, comme par exemple le respect, la flexibilité, le fait de supporter son équipe, l'écoute active qu'on pratique tout le temps aux séances de Toastmaster. Un petit point d'amélioration à te proposer, c'est ton positionnement par rapport à la caméra. Tu as la lumière derrière toi et du coup, le fond d'écran apparaît très clair, alors que toi, tu apparais plus sombre. Donc, je te recommanderais d'essayer d'avoir la lumière plutôt devant toi que derrière pour être mieux visible à l'écran. Aussi, tu as un cadre assez proche de toi, comme moi maintenant. Donc, on ne voit pas très bien le mouvement de tes mains. Donc, il faudrait mieux s'éloigner un petit peu de la caméra. Dans ton discours, j'ai aussi beaucoup apprécié
comment tu as comparé le fait d'être un bon leader avec le fait d'être un bon cuisinier, avec quelques exemples de très bons plats français que je vous recommande à tous. Quoi d'autre? Vraiment un discours très intéressant. La construction était très bonne, introduction, développement, conclusion, très clair. Voilà pour moi, donc je dirais juste, fais attention à la lumière par rapport à la caméra, et c'est très bien. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Sylvina. On continue notre session d'évaluation et pour évaluer le premier discours, je voudrais inviter sur la scène digitale Xavier. Xavier va évaluer le projet de Pierre. Xavier, à toi la parole. L'évaluatrice générale, je vous repossède la parole. Cher Pierre, je commence par te féliciter pour ta brillante prestation. Donc, pour rappel, à travers ce projet-là, l'objectif poursuivi était de prononcer un discours sur un projet, sur un sujet de n'importe quel choix, et de recevoir les commentaires et de pouvoir l'appliquer dans un second discours. Ce projet que tu réalises, ou du moins que tu as réalisé il y a quelques minutes de cela, est un projet de niveau 1, précisément le deuxième projet de niveau 1. Donc, on aurait pu se dire que c'est un projet qui a été réalisé par un débutant, si l'on s'en tient à ce qui est écrit sur l'agenda. Mais par ta prestation, on s'est rendu compte que c'était autre chose. C'était certes un projet du niveau 1, mais ce que tu nous as démontré par ta prestation, c'est que c'était ton deuxième projet de niveau 1 de ton deuxième parcours, ou peut-être même du troisième. Parce que tu as fait une présentation, je dirais, majestueuse. Pour commencer, le titre est un peu attractif, je dirais, une expression historique. À l'entame, je me demandais quelle est cette expression qui peut être qualifiée d'historique. Mais tout en t'écoutant, en suivant la logique de ton développement, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était bel et bien une expression historique. Une expression à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Donc, bravo Pierre pour, je dirais, ce mystère que tu as su garder autour de ton discours à travers le choix du titre. Premier point positif. Ensuite, la cadence avec laquelle tu t'exprimais. C'était un discours assez posé avec un rythme adapté, pas trop lent, pas trop rapide, adapté à l'écoute. Donc, une fois de plus, tu nous démontres tes qualités d'orateur exceptionnel. Mais l'objectif ici, c'est de te permettre de pouvoir t'améliorer. Donc, tu as fait une prestation majestueuse, mais il y a quelques éléments qu'il est possible d'améliorer pour la rendre davantage radieuse. Donc, le premier point que je tiens à souligner à ce niveau-là, c'est le format dans lequel tu as eu à faire ta présentation. Tu es resté assis. C'est une réunion en ligne. C'est pas vraiment très aisé de pouvoir voir la gestuelle. Mais je crois que en te mettant debout, ça t'aurait permis de pouvoir faire montre de ta gestuelle. Donc, je crois que en appliquant ce conseil, pour tes prochains discours, tes prestations seront davantage magnifiques et radieuses. Donc, une fois de plus, bravo Pierre. Les objectifs qui t'étaient assignés à travers ce projet-là ont été atteints à 100%. Je suis toujours dans le jaune. Et ce fut un plaisir pour moi de pouvoir t'évaluer. Donc, une fois de plus, merci Pierre. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher Xavier, pour ton évaluation. Chers amis, en tant qu'évaluatrice générale, je voudrais dire que notre réunion est vraiment époustouflante et surtout, j'ai beaucoup aimé la session des improvisations menées par Marie Koromislova.
qui était aujourd'hui notre animatrice de la session d'improvisation. Malgré le fait que nous sommes en ligne, j'avais l'impression que nous étions dans la salle réelle parce que cette session d'improvisation était si vivante, si joyeuse. Et durant cette session, on a ri beaucoup. Et ce que je voudrais souligner, c'est que quand on rit, notre vie va être prolongée. Donc, n'hésitez pas à rire et à montrer vos émotions. Et pour ta session des improvisations, je voudrais te donner juste un conseil. N'hésite pas à appeler les gens sur la scène digitale s'il n'y a pas de bénévoles. Parce que nous sommes ici tous, nous pouvons participer dans les sessions d'improvisation. Et donc, toi, comme la meneuse, si tu appelles quelqu'un, une personne doit aller sur la scène. Bon, c'était une blague, mais quand même, tu as réussi. Chère Macha, je te donne la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Bonsoir à tout le monde, encore une fois. Merci à tous pour cette session des improvisations très rigolo. Je vais vous démontrer mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Et je veux dire merci pour notre cher Xavier qui a fait cette improvisation très chaleureuse de nous raconter de ce qu'il s'agit dans le film sur l'image. Xavier, je te donne la parole. L'affiche du film peut paraître assez intelligente, mais je vous assure que c'est un film assez intéressant, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de regarder en compagnie d'amis Toastmasters du club autour du monde. Alors, c'est un film qu'on a découvert lorsqu'on allait au cinéma. Un jour, comme ça, je reçois un message de Sacha disant que ce week-end-là, il serait bon qu'on puisse se rendre au cinéma en groupe. Donc, je me rends sur le site du cinéma en question pour chercher quel film nous pourrions regarder. Et je tombe comme ça sur cette affiche-là. Il m'a paru à première vue assez bizarre. Tout de suite, je partage l'affiche aux membres du groupe et tout de suite, l'affiche est approuvée. Alors, le samedi, aux environs de 19h, on se rend à la salle, au cinéma, pour visualiser le film. Et je vous assure que ce qui nous a été donné de voir, c'est le qualificatif me manque pour exprimer cela. Donc, il s'agissait d'un chat, ou du moins un chaton, petit chaton, un tout petit chaton qui aimait boire du lait. C'était sa particularité. Donc, ce chaton, imaginez-vous bien boire en moyenne 30 litres de lait par jour. Donc, au petit déjeuner, il lui faut 5 litres. Et à chaque repas, 5 litres, 5 litres. Donc, un cumul de 30 litres de lait dans la journée. Aussi, à travers ce film-là, nous avons découvert certaines choses que nous ignorons de façon générale sur les chats. Je suis sûr que si jamais je vous pose la question, vous serez aussi surpris de la réponse. Selon vous, quel est le plat préféré d'un chat? Vous posez la question, mais je ne vous donnerai pas de réponse. Plutôt, la recommandation que je vous ferai, c'est d'aller regarder ce film-là au cinéma. Donc, à la fin de la session, je vais partager avec vous le lien pour pouvoir visualiser ce film. Madame la meneuse de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier. Bon, et je veux dire merci pour notre chère Irina Visipkova
qui a qui nous a dit parfaitement sa improvisation. Et l'image suivante est pour toi. Merci, chère Maria, d'avoir donné une opportunité à plonger sur le sujet musical. Voilà, nous regardons sur l'image de la guitare qui est le rôle principal dans le film de Oliver Martin, Comment devenir un musicien. Et voilà, je ne suis pas musicien du tout, mais j'en ai un dans ma famille. C'est ma fille cadette qui joue au piano et maintenant elle apprend comment on peut devenir un musicien. C'est pourquoi je crois que ce film va être très efficace pour elle. Merci, Masha, et la parole est à toi. Merci beaucoup, Irina. Donc, je veux dire merci beaucoup à notre chère présidente, Anastasia, qui a fait une très bonne improvisation. Bon, à toi la parole. Alors, chers amis, en fait, j'adore les sessions d'improvisation et parfois, seulement durant le travail ou durant les jours très énervés, il faut que je me calme parce que, comme j'ai discuté hier avec mon ami, notre système de nerfs, je ne sais pas comment le dire correctement en français, est un peu au mauvais état. Donc, je voudrais partager avec vous mes impressions du film Du Calme qui a gagné le Festival de Cannes. Je ne me souviens plus quand c'était, mais quand même, c'est une réussite assez importante. Alors, merci beaucoup, c'est système nerveux. Donc, et pour balancer mon système nerveux, j'ai décidé de regarder ce film, un film incroyable de Marie Carmy, une réalisatrice européenne. Je dirais pas française, je dirais qu'elle est internationale parce qu'elle est connue dans le monde entier. Et donc, dans ce film, on parle d'une femme, d'un jeune homme qui, pour être trop fatigué de la vie à Paris, ont décidé de voyager autour du monde, comme nous ici autour du monde, et ils sont allés à l'Antarctide. Et c'était le voyage rocambolesque parce que d'abord, ils ont pris l'avion de Paris jusqu'au Argentine, puis ils ont pris le train et la route a pris 8 heures à peu près jusqu'au sud du pays. Et là, ils ont pris le bateau et ils sont allés là, à l'Antarctide. Et le problème, c'est qu'ils ont confondu les saisons. Donc, quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère du sud. Et ils se sont rendus compte que la température était moins 50 degrés. Et c'était la surprise comme la douche froide pour eux, comme la douche de neige. Mais je ne vais pas vous décrire tous les détails de ce film parce qu'il faut que vous le regardiez vous-même et puis partager vos idées avec moi. Merci. Merci beaucoup.
chère Anastia. Bon, et je remercie chère Sylvina de nous décrire ce film. À vrai dire, c'est mon film préféré. Sylvina, à toi la parole. En conclusion, je vous recommande définitivement ce film qui est vraiment majestueux, rocambolesque, époustouflant. Et je rends la parole à l'animatrice des improvisations. Autour du mot. C'est un film comme celui dont a parlé Anastasia avant, d'un auteur international. Il n'est pas seulement russe, mais il est connu dans le monde entier, dans toute la francophonie, en Europe, au Canada, en Afrique. Ce film est plein d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Il y a des gens de plein d'origines différentes qui nous inspirent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Un peu comme les motoristes hexagonaux qui, en parcourant les montagnes à toute saison, prennent des risques pour découvrir le monde et sont aussi une source d'inspiration. Ce film a été reconnu au niveau du secteur, de la division et du district de Toastmaster International. Très beau prix, à peu près aussi important que le Festival de Cannes. Merci Macha de m'avoir donné la parole pour cette improvisation. Ça me fera plaisir de parler de mon film préféré, Autour du monde. Merci beaucoup, chère Sylvina. Et je remercie notre cher monsieur secrétaire, Daniel, pour son improvisation très jolie. Donc, merci beaucoup, chère Madame Lamignos des improvisations pour m'avoir donné la parole. 12 francs. Ce que j'en pense, c'est dulce de leche, mais c'est une de mes délicatesse préférée, pas de la France, mais de l'Argentine. Mais ce que je vois, c'est le tour de Big Ben, se ressemble à Londres. C'est un film d'un directeur, réalisateur très connu, avec un grand nom époustouflant. Comment nous pourrions lire toutes ces choses? Londres, l'Argentine, la France, un peu de la Russie. C'est peut-être vraiment un film, 12 France, mais quand la culture de la France, comment la langue de Molière nous unit et nous apporte ensemble, c'est peut-être France comme un des pays européens et un des pays très connus, nous apporte ensemble. C'est ce qui est décrit dans ce film, le film que je voudrais recommander à tout avoir. Merci beaucoup, Madame Lamignos des improvisations. Merci beaucoup, cher Daniel. Et je remercie notre chère Julia
avec sa improvisation merveilleuse. Peut-être Natalia? Ah, ok, Natalia, cette improvisation est pour toi. Merci pour me donner la parole, mais je dois demander de répéter de quoi je dois parler. On parle des films aujourd'hui, oui, parce que je suis connectée un peu plus tard. Je n'ai pas entendu. Oui, tu vois l'image d'un film. Il n'est pas connu, mais tu dois nous raconter de quoi il s'agit dans ce film. Alors, je peux supposer que c'est un film que vous devez savoir définitivement parce que c'est une histoire très, très connue et vraiment fameuse où on peut savoir beaucoup sur la vie des meilleurs amis qui avaient eu beaucoup d'aventures pendant leur vie. Et c'était une comédie, à vrai dire. Donc, si vous voulez passer un bon temps avec votre famille, avec vos enfants, vous pouvez regarder ce film et vous passerez un temps formidable. Voilà, merci pour me donner la parole. Je le reviens. Merci beaucoup, Natalia. Et je remercie chère Fanta pour la première, pour être la première dans la session des improvisations. Fanta, à toi la parole. Le micro. Merci Maria. Merci de m'avoir permis de présenter mon improvisation ce jour où j'ai parlé du film au Festival de Cannes, Les Moulins de mon cœur. Et ce film-là, qui avait été réalisé par Annette Lermite, nous montrait les moulins quand nous étions petits, ce qui se faisait, comment est-ce qu'on allait moudre le grain de blé pour pouvoir en faire du pain. Oh, comme c'était beau, il fallait voir ces moulins soufflés par le vent, les palettes qui tournaient. Mais le film était extraordinaire parce que c'est des moments que nous n'avons plus vécu depuis que les industries se sont installées et que tout est fait de façon mécanique, industrielle, à tour de bras. On n'y arrive plus. Alors que là, dans ce film, on a vu la rivière qui coulait avec les cailloux vraiment plein la rivière. On voyait des poissons même qui sautaient par-dessus les cailloux et personne ne les arrêtait. C'était fabuleux, c'était fantastique, c'était beau à voir. Et la farine de blé qui sortait par ces fenêtres-là, on voyait la farine. Et donc, tout ça, ça rappelait notre enfance et c'était vraiment les moulins de mon cœur. Et ce film a été primé au Festival de Cannes et j'ai été époustouflée de le voir et de le revoir. Ce sont des choses que nous devrions pouvoir revivre. Merci de m'avoir permis de raconter ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, et premièrement, je remercie notre chère Julia pour que tu as pris
part dans notre session des improvisations. Julia, à toi la parole. Merci beaucoup, Maria, de m'avoir donné la parole. Alors voilà le film Nous marchons sur la plage, réalisé par Michel Bobon. Alors c'est un film romantique, comme vous pouvez comprendre. On parle d'un couple de deux jeunes personnes qui se sont retrouvées sur une île déserte. Et alors de leur vie, comment elles survivent, et tout ça. Alors, je pense que cette histoire pourra donner de l'inspiration pour tout le monde, pour ressentir de l'amour, de ses émotions, aussi d'avoir l'envie de voyager, de faire un grand voyage un jour peut-être. Et alors, je vous recommande à tous de regarder ce film. Voilà. Alors, merci beaucoup et c'est tout, je pense. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, chère Macha, pour m'avoir donné la parole pour que je puisse faire mon session d'improvisation. Les volontaires, n'hésitez pas de nous rejoindre aujourd'hui sur notre session des improvisations. On y va. Et je laisse la scène numérique à notre meneuse de la session des improvisations, Maria. Je te remercie énormément que tu as répondu à ma question sur les sujets quand rien ne se passe quand on était prévu. Et j'apprécie vraiment ton point de vue sur cela. Maria, tu as dû répondre à ma question. Est-ce que tu peux répéter ton question? Quand tu as planifié quelque chose et ça a été pas réalisé, tu as mentionné ça dans ta réponse, n'est-ce pas? Comment tu agis dans cette situation? Je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme dans notre plan. Voilà. Maria, je voudrais te poser une question. Comment tu te comportes quand la vie te dit non et elle ne réalise pas tes projets? Désormais, on passe à la session des improvisations parce que la session des discours préparés est finie. On a écouté deux orateurs majestueux et la session a été clôturée par le deuxième discours qui a été prononcé par Pierre Licavoli. Et Pierre, je suis vraiment inspirée par le sujet choisi et par tes exemples personnels. Bravo encore une fois à toi, Pierre Licavoli. Merci pour votre attention. Merci de cette bonne énergie que vous m'avez donnée, même en ligne. Maintenant, vous savez que cette expression est clairement attachée à l'histoire et que tous les Français la connaissent. La Bérésina restera gravée à jamais dans vos mémoires. Et justement, on le voit lorsque je partage mon écran, on le voit, ça a été une scène terrible. Lorsque Napoléon et sa grande armée a réussi à traverser la Bérésina, les quelques survivants
ont dû trouver des ressources malgré le froid, ont dû voir des personnes brûlées vives, d'autres se noyer, être mortes instantanément dans l'eau glaciale de cette rivière. Apparemment, certaines personnes étaient tellement désespérées que dès qu'un cheval tombait au sol, la grande armée, les humains qui la composaient, se jetaient sur le cheval pour en manger ses organes. Et lorsque l'on comprend que les traînards, ces personnes qui composaient la grande armée, n'avaient pas compris qu'il fallait traverser le plus rapidement possible ce pont, certains se sont jetés à l'eau, dans une eau glaciale, arrêt cardiaque. Les ponts étaient en flammes. Certains traversaient les ponts et mouraient brûlés vifs. Il y avait des enfants qui mouraient, des femmes également, des chevaux, la totale. Donc, vous pouvez voir que cette bataille a changé l'apogée du pouvoir de Napoléon, puisque sa grande armée, qui était composée de 600 000 personnes, se réduit comme peau de chagrin et arrive à quelques milliers de personnes. Il faut bien comprendre que lorsque Napoléon se déplaçait avec cette fameuse grande armée, il y avait tout le monde. Il y avait donc les hommes, les femmes, les enfants, les ressources, les chevaux, les voitures. Ce que l'on peut voir ici, c'est une voiture tractée par des chevaux. Et vous pouvez déjà voir que le froid et le manque de nourriture, le manque de munitions, le manque de chevaux avaient déjà créé la zizanie parmi ce groupe de personnes immenses. Et finalement, c'est grâce aux pontonniers que Napoléon a pu sauver une partie de son armée. Et ici, vous les voyez, ces pontonniers, ils sont au nombre de 600. Ils sont commandés par le général Éblé et ils ont pour objectif de construire ces fameux ponts pour sauver Napoléon et sa grande armée de la convergence des armées russes qui sont prêtes à s'abattre sur Napoléon et l'anéantir. Cette scène est effroyable, car personne n'a envie de se jeter dans une eau glaciale lorsque l'on est affamé, lorsque l'on a froid et qu'on n'a pas grand-chose pour résister à la nature. Et pourtant, ils font le travail, comme on dit, et ils passent plusieurs heures à se relayer et à construire ces ponts en bois. Ils trouvent le bois dans une église, ou plus précisément, ils réutilisent le bois qui compose la clôture d'une église près de Borisov, la ville où passe très proche la Bérésina. Et avant justement de traverser ces deux ponts construits en quelques heures, l'armée française, ou plutôt la grande armée avec une majuscule, car elle englobe presque toute l'Europe. Il y a des Français, des Italiens, des Allemands, des Piémonts, des Croates, des Hollandais, quelques Espagnols. C'est vraiment un melting pot. Cette grande armée doit faire face à plusieurs attaques de plusieurs généraux russes. D'un côté, Kutuzov, qui suit de très près Napoléon, de l'autre côté, Wittgenstein aussi, qui a pris en étau la grande armée. Et donc, elle doit avancer et en même temps se protéger, continuer de contre-attaquer malgré ce froid qui est plus que prenant, puisqu'on atteint des températures de moins 30 degrés. Le paysage est effroyable, il y a déjà énormément de morts et le moral est plus que bas, il est dans les chaussettes, comme on dit. Vous pouvez voir ici sur l'image des corps, ces corps de soldats et de personnes composant la grande armée qui tombent littéralement
soit sous les balles, soit morts de froid. Et la scène est apocalyptique. Il faut résister, c'est la débâcle, il faut rentrer à la maison. Et lorsque l'on voit le plan, tout s'explique. Napoléon arrive de Moscou, il arrive de l'Est vers l'Ouest. Et lorsqu'il arrive ici en bleu, on a le nom des généraux de Napoléon, Davout, Eugène, Victor, Oudinot, Ney, Junot. Il se retrouve bloqué par cette rivière, la fameuse Bérésina, en face de lui, et derrière lui, le fameux général Kutuzov, ainsi que Wittgenstein, et le pont qui permet de traverser cette fameuse Bérésina est contrôlé par le général Tchitchagov. Donc en bleu, les Français, la Grande Armée, et en rouge, les Russes. Et on comprend mieux que la Bérésina est en fait une victoire tactique. Parce que même si l'expression nous fait comprendre que c'est un grand désastre, le génie de Napoléon à ce moment-là est de réussir à s'échapper d'une mort certaine, d'une attaque qui anéantirait complètement la Grande Armée. Et là où il va réussir à montrer son génie militaire, c'est en réussissant à contre-attaquer, ou du moins à tenir position contre Kutuzov, contre Wittgenstein, tout en amenant une partie de ses soldats à explorer les environs de la Bérésina et ils réussissent à trouver un petit passage où l'épaisseur, la largeur plutôt, de la Bérésina est assez faible, une vingtaine de mètres. Vous le voyez ici, sous le commandement du général Eblé ainsi que ses fameux pontonniers, il commence à construire 2 ponts en quelques heures pour faire traverser l'armée. Une diversion est créée. D'un côté, Napoléon donne le feu à Tchitchagov ainsi qu'aux 2 autres généraux et il fait passer une partie de la Grande Armée à travers bois, à travers cette forêt pour l'exfiltrer via ces 2 ponts et esquiver en quelque sorte les généraux russes. Toute l'Europe pense que c'est la fin pour Napoléon. Tout le monde se dit enfin on va pouvoir anéantir ce monstre et on comprend que ça ne sort pas de nulle part puisque la Bérésina, en temps normal, ça ressemble à ça. C'est une jolie rivière toute mignonne qui a l'air d'être pas très violente, mais quand il fait moins 30 degrés, qu'il neige, qu'on a parcouru des centaines de kilomètres à pied, à cheval, ça devient compliqué. Et donc la Bérésina, c'est une rivière qui passe par l'actuelle Biélorussie et la bataille a eu lieu plus particulièrement à côté, disons, de la ville de Borisov. Et finalement, Napoléon quitte Moscou. Il quitte le Kremlin, il quitte l'endroit où est actuellement Vladimir Poutine, à la même table où il reçoit ses invités. Napoléon est resté 1 mois au Kremlin. Il devait rester 2 semaines initialement à Moscou, mais faute stratégique, faute de gourmandise, il a attendu les renforts pour avoir des munitions, pour avoir des chevaux, mais malheureusement, ils ne sont pas venus. Ou du moins, ils ont essayé de venir, mais sur le chemin, les renforts se sont fait massacrer par les Cosaques, qui étaient cette armée assez mobile, assez légère, à cheval, qui était capable d'attaquer, contre-attaquer, de harceler très rapidement l'ennemi. Il semble que le chemin de retour soit jonché de cadavres de chevaux, tellement les Cosaques ont été très efficaces. Lorsque Napoléon arrive à Moscou, la ville est belle et il y met le feu
Alors, les historiens se disputent. Certains disent que c'est uniquement les Français qui ont mis le feu. D'autres disent que ce sont les Russes. Il y a un clash à ce niveau-là. Il semble que ce soit un peu les deux. Il semble que Napoléon ait mis le feu à une grande partie de la ville, mais qu'un certain comte et également un comte russe ait également contribué au feu. Quoi qu'il en soit, un tiers de la ville est brûlé. Un tiers, c'est énormissime. Le spectacle est monstrueux puisque lorsque Napoléon arrive, il s'attend à ce que toute l'armée russe soit là. Et en fait, il n'y a personne. Il n'y a que des mendiants, quelques personnes restées qui n'ont pas quitté la ville. La stratégie russe a été efficace. Tout le monde est parti dans les campagnes russes et Napoléon s'est enfoncé de plus en plus en Russie et plus particulièrement à Moscou. Il veut même aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais ses propres généraux lui disent « Hey Coco, là, on n'a plus de munitions, là, on n'a plus de chevaux, arrêtons de faire les foufous, on va rentrer à la maison. » Et c'est ainsi que Napoléon arrive à Moscou après avoir enchaîné plein d'escarmouches. Il pensait trouver sur le chemin de la France jusqu'à Moscou la grande armée russe, mais il ne trouve que des petites armées qui tiennent quelques villes et une petite bataille s'ensuit, mais pas de grosses batailles. La stratégie russe est en place, c'est la terre brûlée. On fait venir l'ennemi, il arrive, on brûle la ville en partie, les ressources, et on recule comme ça, on laisse venir. Et on sait qu'il va venir s'enfoncer, s'emmouiser dans le froid russe et qu'il n'aura pas de ressources. Chers Toastmasters, savez-vous que en France, nous utilisons cette fameuse expression, c'est la Bérésina. Tous les Français connaissent cette expression qui est en lien avec une fameuse bataille historique. La bataille de la Bérésina menée par Napoléon contre plusieurs généraux russes. Lorsque l'on utilise cette expression en France, elle est synonyme de déroute, de grande défaite. Et pourtant, nous allons voir que ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Nous verrons qu'il y a le niveau tactique et le niveau stratégique. C'est une victoire tactique, mais c'est aussi une défaite stratégique, ou du moins, c'est la résultante d'un enchaînement d'erreurs, de défaites qui ont conduit à cette bataille qui restera gravée dans les mémoires. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Vous me faites l'honneur d'assister à mon discours en ligne depuis Paris et je sais que l'on va passer une très bonne soirée. Pierre Lecavoli, vos applaudissements. L'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de votre choix, de recevoir des commentaires et des conseils et de les appliquer lors d'un second discours. Le parcours est persuasion influenciation et commentaire. Le titre du discours est une expression historique. Je te remercie, Pierre, que tu as répondu à ma question. Est-ce que tu as participé un jour aux réunions bouleversées? Et tu as bien répondu à cette question. Oui, c'est vrai que c'est très original et ce sera la première fois que je vais le faire. Mais je sais que l'équipe d'organisation est au top du top, que votre club est très efficace et assez innovant. Donc, je sais que ça va bien se passer et j'ai confiance en votre leadership. Et maintenant, je voudrais poser ma question à notre deuxième orateur, Pierre Lecavoli. Pierre, est-ce que tu as participé aux réunions telles qu'on a aujourd'hui? Merci beaucoup, Emmanuel. Vos applaudissements.
on a 2 orateurs rocambolesques ce soir et le discours d'Emmanuel m'a vraiment impressionné. Et je voudrais te féliciter avec le discours avec une grande réussite, Emmanuel. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je termine donc mon discours en disant que, bien évidemment, même si certains ne peuvent pas avoir, même si certains n'ont pas de prédisposition naturelle à être un leader, le charisme, l'autorité, les qualités de cuisinier ne sont pas innés. Donc, cela s'apprend et en s'entraînant, on peut toujours arriver à ces compétences. J'aimerais partager mon écran. Oups. Je cherche. Est-ce que vous pouvez... Bon. Je vais... Donnez-moi une seconde, j'arrive à partager mon écran rapidement. Tac, 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 tac. Donc, le cuisinier que j'ai considéré aujourd'hui s'appelle Ok, je vais faire ça. Donc, les qualités essentielles d'un leader. J'ai pris l'exemple du leader cuisinier, Gordon Ramsay, qui a gagné plusieurs prix, le prix mondial du meilleur cuisinier de Michelin en 2015 et un deuxième prix en 2014. Improvisation, on peut partager l'écran maintenant.
OK. C'est bon? OK, donc voici le cuisinier qui a inspiré la préparation de mon discours. Les qualités, en parlant de... Pendant la préparation de mon discours, je suis tombé sur une phrase qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle qui disait, qu'il a dit quand il faisait une de ses émissions de cuisine, c'était qu'il était reconnaissant d'être dirigé par des gens qui l'ont inspiré et qui l'ont inspiré à aspirer. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que les gens qui l'ont dirigé lui ont apporté encore plus d'inspiration à innover, à créer de nouvelles préparations, de nouvelles recettes de cuisine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de type de leadership, on se réfère en réalité au type de management du leader. Parce que le leader, quel que soit le type de management qu'il va utiliser, a en réalité 3 missions. C'est la mission de transformer, c'est la mission de transformer son entreprise, d'influencer les gens avec qui il travaille et d'innover. Alors que le manager a pour rôle d'organiser, de faire obéir les décisions qui ont été prises et de consolider le travail général de ses collaborateurs. Donc, en faisant la différence entre leader et manager, on peut bien identifier les qualités que le leader doit avoir, c'est-à-dire inspirer ses collaborateurs. Ici, sur ce graphique, comme on peut le voir, le rôle du manager, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler les différentes tâches en entreprise. Alors que le leader a pour rôle de représenter son entreprise, de promouvoir les idées principales, de protéger les valeurs et de gérer les conflits internes avec les différents acteurs. Donc là, je vous présente le mode de fonctionnement principal du leader. Le leader a pour rôle de répondre aux questions « pourquoi ». Donc, la question « pourquoi » pousse les différents collaborateurs à rechercher l'inspiration qui va les emmener à atteindre leurs objectifs en passant après par résoudre la question du comment et ensuite atteindre les objectifs. Donc, voici Gordon Ramsay, chef cuisinier, leader dans ces différentes entreprises et meilleur cuisinier du coq au vent et du bœuf au bourguignon. Merci de m'avoir donné la parole.
et je vous rétrocède le micro. Merci. Emmanuel Akanvu. L'objectif de ce projet est que le membre identifie son ou ses styles de leadership primaire, le parcours et leadership dynamique, comprendre votre style de leadership. Le discours est nommé « Les qualités essentielles » et moi, je voudrais faire un lien entre le nom de ton projet et le titre de notre session, de notre réunion. Et je voudrais te remercier. Je voudrais remercier pour ta réponse à la question quel plat tu voulais préparer et comme résultat, c'était pas comme tu as prévu, mais quand même, c'était bon. Je n'ai jamais essayé de préparer ce plat. C'est une préparation suffisamment complexe à réaliser, mais je pense que en suivant les différentes recommandations de ce cuisinier, c'est toujours possible de pouvoir réaliser quelque chose. Comme on dit, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours commencer par une certaine défaite, se baser sur ces résultats qu'on a obtenus pour pouvoir atteindre de meilleurs objectifs. Merci. Emmanuel, avant que tu nous présentes ton discours, je voudrais te poser une question. Comment tu as réussi à préparer un plat, peut-être un jour, que ce n'était pas selon la recette initiale? Comment tu as réussi à goûter et est-ce que c'était bon? Daniel, tu n'étais pas du tout strict. Merci pour ton évaluation de grammairien. J'ai fait des notes et alors, je vois le futur, je crois, parce que je parle de la fin de la session, mais maintenant, c'est juste le début. Désolée, les pensées. Daniel, merci pour la présentation de ton rôle. Maintenant, c'est clair, on va essayer de suivre tes recommandations sur la grammaire française. Merci beaucoup, chère animatrice de la soirée, pour m'avoir présenté. Ce soir, je serai votre grammairien, mais parce que le rapport du grammairien est déjà rendu, je crois que c'est très important de souligner le fait que le grammaire est très important à suivre. C'est pourquoi nous utilisons les formes du grammaire correct et aussi les clichés pittoresques, les clichés époustouflants, les clichés rocambolesques, les clichés vraiment idiomatiques, mais aussi en plus d'être le grammairien ce soir, je serai le lecteur du mot du jour et je voudrais vous féliciter d'avoir utilisé le mot du jour bien pendant de la session, mais c'est vraiment aussi un concept du grammaire. C'est futur dans le passé, mais futur dans le passé, c'est le grammaire et nous parlons du mot du jour. Et du mot du jour ce soir, et le mot du jour ce soir sera, c'est le film. C'est le film, c'est pas cinéma, mais c'est le film. Le mot du jour que je vous invite à utiliser pendant vos discours et particulièrement pendant de la session des improvisations. Le film est le mot du jour, Madame l'animatrice de la soirée. Maintenant, je donne la parole à notre grammairien pour présenter ce rôle de ce soir. Et Daniel,
j'ai aimé ta réponse à ma question. Est-ce que c'est grave de faire des fautes de grammaire dans la vie quotidienne? Je t'ai posé cette question et j'ai entendu ta réponse. Est-ce que c'est grave? Si c'est grave ou si ce n'est pas grave, ce n'est pas important. La chose la plus importante est sûre que la communication se passe. La communication entre les gens, entre les participants de notre réunion, la communication pendant laquelle nous partageons nos idées, nos sentiments, nos désirs aussi, parfois, je crois, est la chose vraiment la plus importante. Et si notre grammaire nous aide à améliorer cette communication, sans les faux, le grammaire correct, naturellement, c'est peut-être mes circonstances préférées. Peut-être ce n'est pas très grave à faire les fautes, mais c'est plus grave à avoir les mêmes fautes être répétées tout le temps. Mais encore une fois, c'est la communication qui est importante. Et la communication entre nous est ce que je vous invite à poursuivre, à partager et à améliorer. Madame l'animatrice de la soirée. Daniel, avant que tu nous présentes ton rôle, je voudrais te poser une petite question. Alors, dans la vie quotidienne, surtout les étrangers, on fait pas mal de fautes grammaticales. Et à ton avis, en tant que grammarian de ce soir, est-ce que c'est grave de faire ces fautes ou pas? Je remercie notre chronométreur, Alexandre Uzenov, d'avoir présenté ce rôle de ce soir. Et maintenant, je vous demande de bien suivre les signaux que Sacha va montrer lors de la réunion. Mes amis, salut. Vous savez, gérer le temps, c'est la qualité plus essentielle dans notre vie pour réaliser nos plans. Que ce soit Napoléon avec ses plans pour conquérir la Russie, que ce soit cuisinier avec ses plans pour cuisiner le gâteau, tout le monde doit être organisé et savoir comment gérer le temps pour être efficace. Et aujourd'hui, je vais contrôler vos temps et en utilisant le fond virtuel que j'ai en arrière, c'est vert, le signal principal, puis jaune, le signal, je pense aussi, très grave, mais pas principal, et le rouge, c'est le signal quand vous devez finir votre parcours. Et nous avons aujourd'hui trois sessions. Session de discours préparés, session de discours improvisés et session des évaluations. Pendant la session de discours préparé, vous avez 5 minutes avant vert, 6 minutes avant jaune et 7 minutes avant rouge. Session de discours improvisé, 1 minute avant vert, 1 minute 30 avant jaune et 2 minutes avant rouge. Et session des évaluations, 2 minutes avant vert, 2 minutes 30 avant jaune et 3 minutes avant rouge. Soyez attentifs car il faut toujours gérer votre temps et qui sait comment gérer le temps pendant 1 minute va savoir comment gérer le temps pendant toute la vie. Merci pour votre attention. Je vais faire le rapport à la fin de la réunion.
Et je laisse la scène numérique à Alexandre Uzianov qui va présenter son rôle de ce soir qui est chronométreur. Vos applaudissements. Sacha, je te remercie je voudrais te remercier pour ta réponse à ma question. Est-ce que tu es toujours à l'heure? Bien sûr, je suis toujours à l'heure car c'est mon travail. Être à l'heure, je suis logisticien et je travaille avec le temps. Chaque jour, je planifie comment être à l'heure car dans mon métier, le temps, c'est de l'argent, de l'heure, comment on peut le dire. Sacha, et avant que tu présentes ton rôle, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais gérer le temps toi-même? Est-ce que tu arrives à être toujours à l'heure? Bien sûr, je suis toujours... Ah, oui. Oui, oui. Maintenant, je voudrais donner la parole au rôle technique pour qu'ils présentent leurs fonctions de ce soir. Et comme vous avez déjà compris, le sujet de notre réunion est rien n'est prévu. On peut avoir des circonstances imprévisibles autour de nous chaque jour, chaque moment, mais il faut savoir improviser. Il faut avoir de l'expérience pour prendre quelques trucs de notre tête et de réaliser nos pensées dans la vie réelle, mais aussi on ne peut pas prévoir toutes les choses, toutes les petites choses. Et comme aujourd'hui, pour notre réunion, on a décidé d'improviser un peu avec la séquence des sessions. Et aujourd'hui, notre session sera bouleversée. Et maintenant, je voudrais l'ouvrir. J'espère que vous allez aimer. Et chers invités, n'oubliez pas à participer activement. On va avoir la session des improvisations où vous pouvez essayer de participer. Et merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, chère Macha. Je te donne la parole à notre chère animatrice de la réunion qui va mener cette réunion époustouflante. Et d'abord, je voudrais dire qui sommes-nous? Nous sommes le club qui s'appelle le Tour du Monde. C'est le club d'organisation internationale du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. On a ici beaucoup de clubs. Ici en Russie, y compris, il y a une dizaine de clubs. Et nous parlons plusieurs langues, russe, français, anglais, allemand. Et l'organisation Toastmaster possède les clubs dans plus de centaines de pays dans le monde. Donc, nous sommes l'organisation, le réseau immense. Et ne ratez pas votre chance de nous rejoindre si vous n'êtes pas les membres de Toastmaster. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une personne qui est venue à la Francothèque, mais qui n'est pas venue en ligne. Je pense que c'est Julie. Donc, Julie, je donne la parole à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire comment vous avez appris la langue française et comment vous avez trouvé notre réunion? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, je m'appelle Julie et je suis professeure de FLE, français langue étrangère. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris cette langue. Je suis entrée à l'université pour pouvoir parler français, pour pouvoir enseigner le français. Voilà, alors, mais ça fait maintenant 7 ans que j'apprends le français et je voudrais améliorer mes compétences parce que comme je ne suis pas native, c'est pas toujours simple de pouvoir parler, de pouvoir améliorer mon niveau.
Voilà, alors merci beaucoup pour cette possibilité et bonne réunion à tous. Merci beaucoup, chère Julie. J'ai beaucoup aimé votre prononciation. J'avais l'impression que j'ai visité Paris. Donc, merci beaucoup. C'est toujours l'honneur pour nous d'attendre les profs de français et aussi les natifs. Et je pense que vous parlez comme natif. Alors, chers amis, on va ouvrir officiellement la réunion numéro 264. Vos applaudissements.